Il y a quelque chose qui cloche avec le football moderne. On a de plus en plus cette impression que le jeu, en devenant presque parfait sur le plan tactique, a un peu perdu son âme. Et si son plus grand succès était en fait son plus gros problème? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette citation, elle est anonyme, mais elle est tellement puissante. Elle est vraiment au cœur de notre sujet. Comment un système qui a été conçu pour atteindre l'excellence a-t-il pu, au final, étouffer la créativité? Comment a-t-il fait pour éliminer les loups du terrain? C'est tout le mystère qu'on va tenter de percer. Ce sentiment de prévisibilité, cet ennui qu'on peut ressentir parfois devant un match, eh bien ça porte un nom. Des analystes ont mis un mot dessus. Ça s'appelle le crash. Alors, le crash, c'est quoi exactement? C'est l'idée que le football a tout simplement heurté un mur biologique. La philosophie qui domine tout aujourd'hui, le positionnisme, a essayé de suroptimiser le cerveau des joueurs, de le hacker pour que tout aille plus vite. Mais en faisant ça, elle a atteint une limite qu'on ne peut pas dépasser et ça a eu des conséquences assez inattendues. Sur le papier, la logique du positionnisme est brillante, il faut le dire. Le but, c'est pas de dire aux joueurs « fais exactement ça ». Non, c'est plus subtil. C'est de limiter leurs options de façon tellement radicale que, face à une situation donnée, la bonne réponse devient presque un réflexe, un automatisme. La vitesse de décision explose, c'est vrai, mais la décision elle-même, elle, tend à disparaître. Et c'est là que cette solution, si élégante au départ, s'est transformée en un véritable piège cognitif. Pour comprendre comment ça a pu arriver, il faut regarder un peu du côté des sciences cognitives. Pour bien saisir ce piège, la théorie de Daniel Kahneman sur les deux systèmes de pensée est parfaite. En gros, le positionnisme a forcé tout le jeu à fonctionner presque uniquement avec le système 1, le mode rapide, automatique, intuitif. Le but, c'était de libérer les joueurs du système 2, celui qui réfléchit, qui analyse, qui est créatif. Mission accomplie, sauf que, à force de ne plus l'utiliser, le système 2 s'est presque complètement éteint. Et ça a créé un cercle vicieux qui s'auto-alimente. On commence par identifier les actions les plus sûres statistiquement. Ensuite, on recrute des joueurs qui sont parfaits pour les reproduire. Puis, on les conditionne à l'entraînement pour qu'ils ne fassent plus que ça, sans jamais dévier. Le résultat, on obtient ce que certains appellent le football conforme. Un football où la conformité au système est bien plus valorisée que le génie individuel. Cette idée, inspirée par le penseur Edgar Morin, met le doigt sur l'erreur fondamentale de tout ce système. Le positionnisme traite le joueur de foot comme une machine simple, prévisible. On met un input, on sait quel output on va avoir. Sauf qu'un être humain, et le football en général, c'est tout l'inverse. C'est complexe, c'est imprévisible, c'est ce qu'on appelle non trivial. Bon, assez de théorie. Comment est-ce que ce piège se voit concrètement sur le terrain, dans les stats? Eh bien, les chiffres sont assez éloquents. Voilà une première preuve, et elle est tangible. Une chute de 18% des tentatives de dribble dans les zones décisives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prise de risque individuelle, l'initiative, le 1 contre 1, tout ça est activement découragé par le coaching moderne. Et par quoi est-ce qu'on a remplacé ces dribbles? Par la fameuse passe en retrait, le cut-back. C'est devenu l'action reine. C'est l'option prévisible, celle qui a le plus haut pourcentage de réussite, celle qui optimise les expected goals, les XG, mais c'est aussi celle qui tue le spectacle, l'imprévu et l'audace. Et ça nous amène à une statistique qui est franchement choquante. Pour la toute première fois dans l'histoire récente du jeu, chez les plus grandes équipes, les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, préparés à la vidéo pendant des heures, sont devenus statistiquement plus dangereux que les contre-attaques, qui sont par nature spontanées et créatives. C'est un aveu d'échec terrible pour la créativité dans le jeu. Ce tableau, c'est la preuve mathématique de tout ça. Les PV, ou Expected Position Value, ça mesure en gros la valeur d'une possession de balle. Et que voit-on? Le positionnisme est extrêmement sûr. Le risque de perdre la balle est très faible, seulement 8%. Par contre, le gain potentiel qu'il génère est le plus bas de toutes les philosophies de jeu. C'est efficace, c'est sécuritaire, mais son plafond de créativité est mesurable et il est très bas. Alors, comment on sort de ce piège? La solution, ce n'est peut-être pas de trouver une nouvelle réponse, mais plutôt de poser une toute nouvelle question. Une question qui change complètement notre façon de penser le football. Le changement de paradigme est total. Le positionnisme posait une question d'architecte. Où est-ce que je dois placer mes joueurs sur la grille? La nouvelle philosophie qu'on appelle le relationnisme pose une question de biologiste. Comment les joueurs se trouvent-ils les uns les autres? On passe de l'architecture à l'écologie, d'un plan rigide à un essaim intelligent. Et pourquoi cette nouvelle question est si cruciale? Parce que, apparemment, 75% des interactions sur un terrain sont invisibles. Ce sont des regards, l'orientation du corps, des micro-ajustements. C'est tout un langage caché que le modèle précédent ignorait complètement et que cette nouvelle philosophie, elle, cherche à exploiter. Le point essentiel, il est là. L'avenir, ce n'est pas un plan encore plus détaillé, encore plus rigide. C'est un autre type d'ordre. Un ordre qui n'est pas imposé d'en haut par le coach, mais qui émerge naturellement des connexions et des relations entre les joueurs.
C'est faire confiance à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de l'essaim, pour trouver des solutions complexes que personne n'aurait pu prévoir. On termine donc là-dessus avec cette question qui est un peu vertigineuse. Quand un système, que ce soit dans le sport, dans l'art ou n'importe où ailleurs, atteint un tel niveau d'optimisation qu'il en devient stérile, est-ce que la seule solution pour progresser à nouveau, c'est de tout casser ? La question reste ouverte.